On va commencer ce live dans quelques instants. Je vais laisser évidemment tout le monde, bien sûr, se connecter. J'imagine que vous êtes tous en train d'écouter Jean Castex, en train de vous dire plein de choses. Vous êtes certainement en train de vous ouvrir une bouteille pour vous dire que il est l'heure de boire un verre et que d'une certaine manière, vous allez avoir besoin d'un petit remontant parce que je crois que ce qu'il est en train d'annoncer là, les amis, c'est pas très très drôle et je crois qu'on va avoir besoin de prendre un petit verre tous ensemble pour passer cette soirée, mais surtout voilà, pour étayer un petit peu l'idée de nos... On n'écoute plus, Jackie il dit. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je vais vous parler un petit peu de mes coups de cœur du coffret du mois de décembre et surtout vous dire un petit peu ce qui étaye de ces choix, ce qui permet évidemment d'abord de passer un bon moment tous ensemble, mais surtout de vous expliquer un petit peu ce qui fait la singularité de nos coffrets du mois de décembre. On le fait tous les mois. Le mois dernier, on s'est un peu raté, j'avoue, sur la mise en ligne du live Instagram, parce que globalement, l'interface d'Instagram avait changé, et c'est vrai que j'ai foiré l'enregistrement, donc je m'en excuse. Mais sachez que cette fois-ci, je vais faire très attention, et vous retrouverez, même si vous ratez ces lives, eh bien, vous retrouverez bien entendu tous ces vins sur la page Instagram de Chef-d'œuvre. Alors donc on va parler un petit peu des coffrets, de ce mois de décembre un peu particulier. On va parler un petit peu des fêtes de Noël aussi. On va parler un petit peu finalement de ce qu'on espère avoir toutes et tous. Je crois que de la convivialité, du bonheur, de l'échange et surtout de l'émotion autour de quelques belles bouteilles. Et puis je vous parlerai aussi à l'issue de tout ça du programme 2021 qu'on vous prépare chez Chef-d'œuvre et de peut-être, je l'espère surtout, des soirées qu'on aura l'occasion de faire, voire de refaire. On place beaucoup d'espoir en tout cas sur cette année 2021 pour être une année extrêmement festive et extrêmement intéressante en termes d'échange, de partage, d'émotions, d'amitié surtout, et puis en termes de dégustation bien entendu. Alors on parle un petit peu des coffrets du mois, je vais vous raconter un petit peu les histoires, les visites, la singularité des cuvées, des petites anecdotes, il y a plein de trucs qui vont certainement un petit peu piquer votre curiosité et puis qui vont étayer ces coffrets. Alors j'espère que ça vous plaira surtout. Comme vous le savez, les choix dans les coffrets de chef-d'œuvre, c'est plusieurs choses, c'est des rencontres, c'est des visites, c'est des millésimes, c'est des mises en relief de savoir-faire, mais c'est aussi des fois des évolutions stylistiques chez des domaines, c'est des petites particularités. On va essayer un petit peu de parler de tout ça, mais surtout je vais essayer de vous donner un petit peu des anecdotes un peu croustillantes sur chaque équilibre, sur chaque vin, et puis surtout sur des coups de cœur qui sont parfois récents. Alors on va commencer par le coffret, le premier coffret historique de chef-d'œuvre En route vers les étoiles, et à l'époque il s'appelait version originale, vous voyez. C'était l'idée, je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'était une bouteille à l'improviste géniale, démentielle en rapport que plaisir, une bouteille un peu plus complexe, vouée de demi-garde, et puis surtout une grande bouteille à observer pour sa densité, sa matière, sa aptitude à vieillir, à s'améliorer dans le temps. C'est un peu la promesse des 3 flacons de ce coffret, et surtout la mise en relief de ce qu'on aime, tout simplement, puisque le pitch de chef-d'œuvre, on ne le dira jamais assez, c'est acheter avec moi les vins que j'achète pour moi. Et donc moi, tout ça, je voulais vous en parler. Alors on va commencer avec le premier plaisir, un domaine qu'on ne présente plus, quasiment iconique dans Lyon, qu'on adore, la famille Guazot, qui fait à tous les étages de sa gamme des prix plaisirs absolument démentiels. Nous, on est archi fans. D'ailleurs, on en est tellement fans que on en boit presque trop. On a presque surtout envie de dire que c'est indécent, voire trop abordable comme cuvée par rapport au plaisir proposé. Et donc on a décidé de parler d'un thème qui me tient à cœur également en ce moment, c'est la ligotée. La ligotée dans dans son retour sur le devant de la scène, au travers, bien entendu, on en parlait un petit peu dans le cours sur la Bourgogne face au réchauffement climatique et face à ces enjeux climatiques. On avait fait, rappelez-vous, un live Instagram avec Thibaut Léger-Bellaire sur l'avenir, le potentiel de la ligotée, ce véritable cépage éponge et ce message de terroir intéressant qui, lui, est un peu plus construit sur la roche que sur la matière. Il a peut-être un peu moins d'enveloppe que ce que le chardonnay propose. Et donc la ligotée, c'est un sujet d'actualité, c'est un cépage qui répond très bien aux enjeux climatiques actuels, qui arrive naturellement avec des rendements un petit peu maîtrisés à faire des jolis vins d'expression et surtout avec une forme de buvabilité magique que n'ont plus forcément aujourd'hui sur des millésimes un peu chauds certains chardonnays. Et puis j'aime l'idée qu'évidemment on revienne à ce cépage parfois un peu canaille, des fois qui a été, il faut le dire quand même, un peu planté n'importe où et des fois un petit peu, je dirais, accompagné en production ici et là.
mais il revient très fort. Et maintenant, il y a beaucoup de très très bons domaines qui font briller ce cépage, donc on va en parler un petit peu. Alors le domaine Guazo, c'est bien entendu un climat frais tempéré, plutôt de Lyon, même si 2019, rappelez-vous du mois de juillet 2019, 43 degrés au mois de juillet, ça n'a pas été simple évidemment pour les équilibres des vins, mais ce qui est né finalement, même si la production a été un petit peu moins importante, alors, je sais rien de le dire, hein, par rapport à 2018, beaucoup moins importante, c'est quand même un millésime qui a de l'étoffe et de la magie et de l'étincelle en bouche. Donc c'est un petit peu la promesse de ce premier vin, puisque ce que j'aime dire en tout cas dans ces grands vins, il faut de la sapidité, de l'énergie, du rythme, et puis surtout pas de technologie fermentaire, pas de notes de pomme ou de choses comme ça, parce que c'est ce que je déteste, et c'est surtout pas ce qu'on recherche évidemment dans tout ça. Par contre, on va aller chercher dans cette aligoté de la sincérité, et c'est un petit peu ce que je vais essayer d'essayer. Alors j'ai ouvert toutes les bouteilles, parce que moi quand j'ai entendu Jean Castex commencer le discours tout à l'heure, j'ai dit bon là on va tout ouvrir ce soir, quitte à voilà, terminer tout seul avec mes 8 bouteilles un petit peu farcies, mais globalement on va essayer de parler de ces plaisirs sensoriels qui sont amenés bien entendu par la ligotée. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce cépage, c'est sa version, je dirais, assez originale de sa dimension fruitée. On plonge dans le verger, mais on est aussi dans le jus de roche. J'aime bien ce côté eau de roche dans les aligotés, et puis surtout quand ils sont bien nés, quand il y a un peu de sol et tout ça comme ici. Je trouve qu'il y a un véritable prisme intéressant. On l'a dans certains secteurs, que des domaines comme par exemple Sylvain Pataille sur certaines terrasses de Marsanais, ou alors Thibault Belair sur la combe de Nuit-Saint-Georges, ou alors quand on va chercher la ligotée, je sais pas, dans le secteur de Rully, Vincent Duruy il en fait des super, etc. On voit bien que là où il y a un peu de pédigré, là où il n'est pas planté n'importe quoi, on a des magnifiques supports minéraux, et donc ça c'est intéressant puisque c'est pas juste la promesse du vin fluide, un petit peu étincelant, jus de roche qui est là, c'est beaucoup plus que ça finalement à la fin. Alors ce 2019, moi j'adore, franchement c'est désarmant de plaisir, c'est surtout d'une décontraction, d'une instantanéité absolue. Ça vous plonge dans le fruit de verger, la poire un peu avec le grain, on voit vraiment ce côté William, on a aussi ce côté jus de roche un peu épicé. Je trouve que c'est à la fois simple et complexe. Je trouve qu'il y a un message extrêmement limpide, extrêmement net, aucune réduction, aucune dimension fermentaire dans ce vin, c'est sans filtre, ça donne tout de suite, et il y a surtout beaucoup de netteté dans la lecture de ce 2019, donc moi j'adore, et je voulais tout simplement partager ce coup de cœur avec vous, parce que faire des grands vins en parcellaire sur des beaux terroirs, ou aller à Chablis par exemple comme ils le font maintenant, faire des jolis vins, ça on dirait que c'est presque une obligation, mais faire des vins de ce niveau dans les aligotés, pour moi c'est un exploit. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de faire de ces terroirs peut-être, enfin de ces cépages peut-être un petit peu moins attendus, quelque chose d'assez ensorcelant d'une certaine manière, et je trouve que ce 2019 est dans cette veine. Alors, ce qu'on observera en tout cas dans les 2019, pour les premiers 2019 qu'on déguste, puisque certains sont en bouteille, mais les autres arriveront au printemps, c'est que c'est un millésime qui finalement n'a pas finalement d'instance solaire particulière. On voit pas du tout la même densité, la même richesse, etc. On voit bien d'ailleurs même sur tout l'univers chablisien qu'on a beaucoup plus d'étincelles et de magie. Je pense que ça sera un grand millésime. On verra un petit peu les vins à l'évolution, mais d'une certaine manière, leur équilibre leur permettra je pense, de dynamiter un petit peu les bouches. Et c'est ce qu'on voulait un petit peu, surtout avec l'approche de ces fêtes, où là, on approche aussi des fois certains mets assez simples, les coquillages, les huîtres, les choses comme ça. On n'a pas forcément envie de choses qui sont un petit peu trop denses, un peu trop expansives en termes de sensations et de texture. Et là, vous aurez donc, avec cette bouteille-là, peut-être une réponse intéressante pour mettre en avant évidemment toutes ces nuances et faire des petits apéritifs bien pensés. En tout cas, c'est jamais quelque chose de trop complexe dans la phase 1 de la vie de ce vin, mais sachez que ça vieillit pas trop mal. Alors certains sont timides sur l'évolution des aligotés, moi j'aime bien les garder un petit peu. Je trouve que quand ils se minéralisent un petit peu, quand ils évoluent un petit peu, c'est un peu comme certains muscadets, j'aime bien quand tout ça s'étire, et puis surtout quand ils sont bien nés comme ça, on apprécie évidemment toutes ces nuances au fur et à mesure que le vin gagne en sensation ce qu'il a perdu en sensation un peu salivante. Je trouve que c'est toujours très chouette. Donc voilà pour le premier choix. Évidemment, c'était un choix de décontraction totale, un prix hyper abordable, mais surtout après une des magnifiques lectures de la ligotée. En tout cas, nous, on est enthousiastes et bien sûr à fond sur cette promesse, en tout cas, des beaux aligotés. On pense que d'une certaine manière, ça doit revenir un petit peu sur le devant de la scène à ce niveau d'excellence.
Alors il y en a d'autres, hein, allez goûter par exemple les aligotés de vieille vigne de François Mikulski, allez goûter ceux du Comte Armand, ou allez goûter, je sais pas, par exemple, même les aligotés chez François Carillon sont super, ils sont travaillés un petit peu comme les Bourgognes blancs. C'est vraiment chouette de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut, d'une certaine manière, apporter comme malléabilité et comme richesse à ce cépage en y prêtant simplement un petit peu attention, comme quoi on peut faire des choses un peu plus grandes que ce qu'elles peuvent naturellement produire ou ce qu'on pense qu'elles peuvent produire avec un petit peu de vision et d'attention. Voilà pour la première bouteille. Alors c'était bien entendu une mise en bouche sur cet univers chablisien. Deuxième bouteille, immense coup de cœur. Alors là, je peux vous assurer que c'est une des plus belles visites qu'on ait faites à Chablis cette année. Et Dieu sait si on en a fait quand même, parce qu'on a été visiter une bonne quinzaine quand même de propriétés. On va parler de ce Chablis de chez Bio-Simon. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier live Instagram. Bio-Simon, vous savez que c'était une grande maison chablisienne, une famille assez évidemment. Ah oui, c'est vrai que alors je commenterai un petit peu les petits posts que vous mettez à l'issue de cette présentation des 3 premières bouteilles, mais effectivement, vous avez des très bons aligotés chez Leroy. Alors avec des prix qui sont totalement différents. Là, c'est une caisse de chez de chez Guazo pour un aligoté de chez Leroy. Mais je reviens à ce coup de cœur. Donc Bio-Simon, c'était bien entendu une belle famille de Chablis. Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de sommelier de servir des vins de la décennie 2000, et à l'époque déjà on y voyait dans certains secteurs ils sont très très bons, ils ont des super parcelles sur les monts de milieu, sur les montées de tonnerre. Ça a été une des grandes bouteilles également dans les Preuses. Ça a toujours, je dirais avec les Blanchots, été parmi les Chablis un petit peu iconiques avec des très très belles évolutions. On a goûté plein de grands vins. Après, c'est une famille qui s'est un petit peu déchirée au début des années 2000 et qui souhaitait, je pense, se séparer. Donc il y a eu un éclatement de la famille. Et à la fin, c'est donc la famille Fevlet, Erwan Fevlet, qui a racheté en 2014 ce domaine. Alors souvent, quand on considère un petit peu un rachat comme ça sur un domaine, on a 2 options. On se dit bon, ok, une grande maison, des grands fonds, est-ce que ça va perdre un peu l'âme de ce que ça avait? Est-ce que ça peut... C'est pile ou face souvent quand c'est comme ça, surtout quand en Bourgogne on aime bien évidemment préserver cette dimension familiale, même si le domaine a quand même un peu de surface. Et moi je dois avouer que la visite au domaine et puis la rencontre avec Olivier Bailly, le directeur technique de la maison, a été une vraie prise de conscience en se disant que non, en fait, une grande maison peut racheter un domaine, mais lui apporter à la limite du rythme, des fonds, et surtout de la qualité, de l'essence. C'est un peu le sentiment que moi j'avais en dégustant avec Mathieu. On a goûté les 2017-2018 au domaine, et surtout on a été assez ébloui en fait de la gamme, de la netteté de la gamme et de la montée surtout de niveau, parce qu'on en avait déjà bu quelques millésimes d'ici là, et de la montée globale de la gamme. Donc ça a été aussi peut-être une des premières accroches, la chose qui nous a fait un peu craquer pour ce domaine. Ensuite, bon, il faut savoir que dans la même journée de cette dégustation, on avait quand même coché des belles cases. On a été voir des très beaux domaines, des domaines historiques et autres. Et là, franchement, on s'est franchement éclaté. Et donc, la rencontre a été super, et on pense que la trajectoire est excellente, en tout cas pour cette propriété. On espère en tout cas qu'il y aura au bout de tous ces efforts qui sont menés, il faut le savoir, du succès et surtout des beaux résultats. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à vous pencher dessus, parce que la régularité de la gamme, du petit Chablis en passant par différentes choses, y compris... Alors, les petits Chablis, il faut savoir qu'au domaine, ils ont des petits Chablis qui sont sur la partie haute des clos, donc super intéressant. Ils font 2 cuvées de Chablis, une qui est un peu plus pour le marché, on va en parler un petit peu, mais un peu plus pour le marché, mais le Chablis Tête d'Or, c'est des vieilles vignes en propre du domaine, évidemment, donc il a avec un véritable engagement, une vraie viticulture et surtout un ressenti tactile aromatique qui est vraiment super. Et puis sachez aussi qu'après la déclinaison de premier cru est dingue. Alors là, vous avez de quoi vous éclater, mais ce qui est intéressant et surtout important, c'est qu'ils ont des vraies surfaces sur certains crus. Quand vous avez plus de 2 hectares de montée de tonnerre, plus de 2 hectares de monte de milieu, etc., vous faites des vraies cuvées. Et donc là, vous pouvez d'une certaine manière homogénéiser, faire des choses peut-être un peu plus régulières, et surtout en fonction des années de production. Dieu sait si ça a été un challenge à Chablis. On peut avoir évidemment toute cette homogénéité que certains millésimes des fois n'offrent pas chez d'autres domaines. Donc là, j'aime bien cette idée qu'en fonction de la surface, on ait évidemment un peu plus même s'il y a l'effet millésime qui est marqué, on ait un petit peu plus de régularité dans les plaisirs. Ensuite, écoutez, je pourrais vous dire que la gamme est assez complète. Alors il y a une bouteille qui pour moi était
Un petit peu en dehors du spectre, sur les 15 qu'on a goûté, c'est les Fourchaumes. Je le trouve dans une instance un peu trop boisée. Je pense que c'est le domaine qui le travaille comme ça. En tout cas, Olivier Bailly nous disait qu'il le travaillait comme ça pour ça. Le Chablis Les Clos est pour moi un peu en dessous de la barre. Il passe en dessous de la dimension Grand Cru. Mais par contre, les Marnes des Blanches, des Blanchots est superbe. Le Montée de Tonnerre a du caractère, mon milieu pareil. Et surtout, les Preuses, ça c'est la cathédrale de Strasbourg. Truc de fou. C'est haut, c'est large, c'est très vibrant, c'est grandiose. En tout cas, les grands amateurs de Chablis adorent les Preuses parce qu'il y a de la race et du caractère, quelque chose de vibrant, de salin, qui dépasse évidemment la dimension, la texture qu'ont les Clos parfois, ou d'autres crus voisins. Donc voilà, les Preuses, c'est un petit peu la Madeleine de Proust des puristes, je pense, aujourd'hui sur Chablis. Pas que chez Bio-Simon, mais aussi chez d'autres, enfin, moi chez Dovissa ou d'autres comme ça. C'est quasiment ma cuvée préférée. Alors on va parler un petit peu de Chablis, parce que Chablis, évidemment, c'est l'appellation la plus facile à vendre, et ça, on le sait tous. Mais moi, ce que je reproche un petit peu encore, même si Chablis est en train de prendre, d'une certaine manière, avec l'évolution climatique, avec aussi l'engouement que l'on a... la cathédrale est très belle, je confirme. Avec l'engouement qu'on a aujourd'hui sur le vignoble chablisien, je trouve qu'on y trouve d'abord des vins de plus en plus en phase avec leur potentiel terroir. Je trouve que Chablis s'était peut-être un peu perdu dans la facilité, des rendements très élevés, des vendanges un peu mécaniques qui ont un peu, enfin je pense, un peu trop simplifié les messages, même si d'une certaine manière, quand les vins vieillissent, que la vendange était manuelle ou autre, des fois il faut l'avouer quand même, certains plaisirs. Je pense quand même qu'on a affiné les traits et qu'on est en train de recentrer Chablis sur un cœur de qualité. Il y a un énorme mouvement bio qui s'installe, il y a beaucoup plus de soins, je pense, au fur et à mesure. Et surtout, après, il y a une meilleure valorisation des produits qui permet en tout cas certainement de faire un meilleur travail. Et donc moi j'aime cette idée-là, c'est que on tire bien sûr tout ça vers le haut et qu'on améliore un petit peu la promesse de Chablis dans sa lecture intrinsèque. Chablis Village, c'est l'appellation peut-être la plus difficile à cerner parce que elle est l'entrée de gamme chez beaucoup de gens, on en fait des fois beaucoup de bouteilles, des fois c'est pas forcément le vin qu'on soigne le plus, et il faut des vins qui sortent, et c'est un peu ce qu'on pourrait leur reprocher, assez tôt, parce que le marché met une pression de dingue sur la sortie des vins, on veut les avoir sur le marché début d'année, alors que c'est complètement ridicule. Un vin qui a 4 mois sur un terroir qui a comme ça un petit peu de socle et de craie, c'est quand même une forme je dirais d'enfanticide. C'est un peu comme Sancerre, il y a un peu trop de facilité, j'ose le dire. Il faudrait arriver, et j'espère que cette crise en tout cas va apporter un petit tampon comme ça de quelques mois et arriver à détendre un petit peu tout ça pour aller finalement chercher un véritable message avec de la sincérité et pas juste des instances fermentaires, variétales et avec un peu de coquillage et d'iode. Non, on doit avoir du fond, et c'est aussi ce que j'ai apprécié comme effort chez Bio-Simon, c'est qu'ils font l'effort de garder les vins quasiment 18 mois avant de mettre sur le marché. Et ça, c'est très important à noter. Même un petit Chablis, même un Chablis Village doit pouvoir être attendu parce que c'est le salut des grands terroirs, c'est le salut des grands vins d'être posé, et surtout pour le consommateur. Sinon, on est dans le message extrêmement simple dans lequel on se perd et sur lequel il n'y a pas forcément de relief. Donc voilà, c'était le petit message un peu militant. Et donc on voulait vous faire goûter. Alors 2017, c'est un beau millésime. C'est peut-être avec 2014 que je préfère sur Chablis. Parce que même si 14 pour moi a tout, c'est-à-dire il y a l'étincelle, la magie, l'équilibre, la salinité, je pense que c'est le millésime qui collait très 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 bien à l'univers chablisien. Ils sont à point après le 8e passage de confinement. Ouais, t'as raison, ouais. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée que les millésimes de fraîcheur et de maturité soient quand même encore peut-être au service de l'expression terroir des grands vins de Chablis. C'est vrai qu'on a connu 18, 19, 20, là on est dans des millésimes qui ont un peu d'épaule, qui ont de la chaleur, 17 était déjà derrière 2016. Bon, alors 2016, je vous en parle même pas parce que c'était catastrophe climatique sur catastrophe climatique à Chablis, du gel, de la grêle, tout ce qu'on a voulu. Enfin, ça a foutu évidemment tous les domaines sur le dos financièrement. Ça a été un peu la débandade. Mais 2017 est arrivé derrière et finalement, moi j'aime bien les 2017. Alors en Bourgogne, en Côte-de-Beaune, on dit ça rappelle les 92, etc. Meursault, mais on verra un petit peu comment ils vieillissent. Mais moi j'aime bien leur dimension, leur texture un peu glycérinée. Et puis je trouve qu'ils ont de la salinité, ils ont un peu d'étincelle. C'est pas qu'un millésime chaud, c'est un millésime un peu cocoon, avec un peu de densité, de ce côté un peu cocooning en texture, mais il y a quand même une étincelle de magie. Alors là, vous goûtez avec la cuvée Tête d'Or du domaine, les très vieilles vignes en propre du domaine Bio-Simon, c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce que j'aime dans cette cuvée, c'est sa dimension, déjà son ouverture aromatique. J'aime bien dire quand même, voilà, le vin a 3 ans, ça commence à chanter un petit peu dans le verre, et c'est ça qui est chouette.
Et puis surtout, ben, je trouve qu'on respecte parfaitement les codes de la maturité du raisin et à la fois les codes de l'identité chablisienne. Vous voyez, c'est un peu le risque souvent, ce fil de maturité, de concentration des matières et à la fois de perdre des fois un peu la minéralité. Ça peut se faire sur certains grands terroirs à très fort potentiel, mais pas forcément sur des Chablis Village. Là où des fois on est plus variétal, on est plus sur la maturité du chardonnay. Là, il y a tout, c'est-à-dire que je suis sur la maturité parfaite et dense du chardonnay, mais aussi sur la petite touche coquille, huître, feuille de nori, etc., qui est bien sûr qui habite un petit peu le socle de Chablis. Et puis derrière, il y a une petite nuance un tout petit peu lactique. Les fruits de verger, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et si on a évidemment une forme de confort et je dirais d'ouverture aromatique sur ce 2017, je pense qu'il aura un vieillissement vraiment remarquable. Ce que j'adore en tout cas dans les Chablis, c'est quand il se minéralise, quand la matière peut être première, si on a des vieilles vignes comme ça avec un peu de lit, etc. Quand tout ça je dirais, se restructure et se sculpte, et c'est là qu'on a finalement la meilleure équation entre voilà, la minéralité, la sapidité et puis aussi l'expansion tactile de ce vin. Donc coup de cœur et puis surtout peut-être une introduction à des plaisirs nouveaux au domaine. En tout cas, nous, ce qu'on a goûté, c'était vraiment très impressionnant. Et je voulais simplement saluer le travail opéré au domaine avec ça, puisque ben voilà, c'est du vécu, c'est des rencontres, c'est des visites, mais c'est surtout après des constats et de l'observation sur un domaine qui voilà. Alors, j'aimerais simplement, avant de terminer, passer au troisième vin, vous dire qu'on a fait un masterclass sur Chablis. Vous pouvez le revoir d'ailleurs, il est en ligne gratuit sur Chablis. Et il y avait on a balayé un petit peu les crus de la rive gauche, de la rive droite du Serein. On a fait évidemment la synthèse un petit peu de ce que Chablis pouvait proposer. Mais on a goûté des 16, on a goûté des 17, on a goûté après des 15, des 14, etc. chez d'autres domaines. Et donc, ce qui est beau, c'est de voir vieillir Chablis, mais c'est surtout de voir aussi que le niveau a monté chez ce domaine, notamment ici 2017-2018. Voilà pour ce Chablis vieille vigne, on va dire, de Tête d'Or de chez Bio-Simon. J'en bois un verre. Et on attaque la transition. Alors vous avez compris, hein, un vin apéro simple, décontracté, mais efficace, diabolique. Un vin beaucoup plus dans l'instance de la craie, de tout ça. Et donc là, bien entendu, un tremplin magnifique pour quelques saveurs très marines, très iodées, des belles Saint-Jacques marinés, des choses comme ça. Un poisson à peine travaillé, voire vapeur avec un petit peu d'algues, des choses comme ça, ou des salicornes. Bref, il y a plein de choses à faire avec ça. C'est un boulevard de plaisir, surtout pour ceux qui aiment un petit peu les saveurs marines, mais c'est surtout aussi toutes les protéines un peu lactiques, le feuilletage, voilà, tout ce qui dynamitera en fait vos apéros de Noël, même un vieux parmesan, une languette de vieux parmesan, plein de choses, les chefs fonctionneront à fond forcément. Bref, c'est un couteau suisse et ça marche à tous les coups. Alors je vais terminer cette présentation du coffret En route vers les étoiles avec pour Lulu. Petite cuvée hommage. Vous savez que nous on est très attachés chez Chef-d'œuvre au domaine Tempier. Ça fait très longtemps que j'achète les vins du domaine et je connais un petit peu la propriété depuis. Surtout Daniel qui est au règne de la propriété. J'aimerais vous voulez simplement faire goûter cette bouteille à la fin de l'année parce qu'elle est pour moi vectrice de plein de messages. La première, c'est que le vin conserve très bien. On va en parler un petit peu. Pas ce conserve, mais le vin conserve très bien, et notamment les bandoles. Il faut savoir que Lulu, c'était quand même Lulu Perrault, qui a vécu jusqu'à 100 ans, grâce certainement à quelques verres de bandoles. C'était le premier message. Et quand on entend, en tout cas ce qu'on entend dans l'actualité, on a envie de boire ce genre de vin pour tenir un petit peu plus. Ensuite, bandole, bien entendu, c'est l'écrin qui mérite évidemment de se hisser dans l'offre provençale, parce que c'est d'abord un grand terroir de rouge. C'est aussi un grand terroir de vieillissement pour les grands vins, et je trouve très dommage qu'on ait un peu trop facilité encore ici les messages et le potentiel de cette appellation. Faire des rosés pour inonder les grands restaurants, etc., c'est peut-être une option, mais c'est pas celle de l'expression d'un lieu, d'une appellation historique et qui a, rappelons-le, la capacité à vieillir. Et donc moi j'aime cette idée qu'on défende aussi un petit peu les vins les terroirs par leurs racines et leur aptitude à vieillir, et Bandol c'est vraiment cette promesse-là. Alors, la cuvée qu'on va déguster ce soir, elle est un peu particulière parce que c'est la promesse du temps long. Alors évidemment, on n'est pas dans le plaisir maximum sur ce 2017, c'est un millésime chaud, on va en parler. C'est un millésime qui donne pas tout, mais j'aime l'idée de simplement de ponctuer cette fin d'année avec une cuvée un peu signature, hommage.
Et alors, j'ai deux ou trois petites choses à vous dire. La première, elle est toute simplement, elle est toujours simplement, regardez, en filigrane, là, il y a une petite anecdote à savoir sur l'étiquette pour le livre. Vous pouvez peut-être pas le voir sur la caméra Instagram, mais il y a une vraie, en filigrane, il y a une balançoire qui est sur l'étiquette. En fait, on la voit en filigrane quand vous regardez la bouteille de près. Et c'est à savoir que c'est la balançoire sur laquelle Lulu allait tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Et donc ça fait partie évidemment de ces petites anecdotes que vous pourrez raconter à vos amis quand vous leur servirez cette bouteille, parce que c'est quelque chose qui, voilà, c'est un symbole, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le domaine et qui a toujours été rayonnante avec un sourire fabuleux. Et surtout quelqu'un qui a toujours Bandol un jour, Bandol pour toujours, c'est clair. En tout cas, un domaine évidemment qui fait un travail monstrueux en termes de rayonnement de l'appellation, mais surtout qui ne fait pas que promettre, qui prouve aussi, parce qu'il faut ouvrir des vieux bandoles de Tempier pour se rendre compte de l'évidence. Et effectivement, Bandol écrit une partition. Alors il y a d'autres domaines qu'on adore, hein, comme je pense à Terre Brune, je pense à bien sûr d'autres domaines, mais qui sont aussi bien sûr assujettis à cette pression entre guillemets du marché et de la consommation un peu rapide. Bandol, c'est pas que le vin des vacances, non. Bandol, c'est le grand vin d'hiver, c'est le grand vin de gastronomie, c'est celui qu'il faut savoir attendre, c'est celui surtout qu'il faut savoir magnifier, peut-être des fois avec certaines recettes. Et donc là, c'est la cuvée, on sort l'argenterie du coffret. Il faudra bien entendu prendre cette bouteille comme étant d'abord un étalon de plaisir et de densité de matière pour un grand vin de garde, mais aussi après, il faudra, mais il faut aussi comprendre un petit peu que c'est une bouteille qui est faite pour vieillir et s'améliorer avec les années. En tout cas, effectivement, je vais lire un peu les commentaires, évidemment, merci pour le petit commentaire sur la passion. Puis Baramont, Terre Brune, Tempier, évidemment, il y en a plein d'autres hein, qui sont très, très sympathiques. Je pense que j'aimerais vous dire ça, hein, c'est un sentiment, un feeling un peu personnel, mais quand on a un grand lieu et que les années tombent, quel que soit le travail qui a été fait, alors même s'il influe un peu, je pense qu'il y a une vérité qui revient dans le verre, même si on n'a pas affaire forcément à une empreinte stylistique qui vous colle à la peau, que vous aimez au départ. Ça, c'est un peu j'en écrivais quelques lignes il n'y a pas très longtemps sur les sites de chefs-d'œuvre parce que je faisais des commentaires et c'est vrai qu'il y a des vins. En fait, vous avez beau aimer ou pas aimer jeune, quand les vins sont nés sur des grands lieux et que les vins vieillissent, à un moment, ça vous rattrape. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fou sur ces grands lieux, c'est que, in fine, si on s'autorise des commentaires, de la comparaison, on va chipoter sur le boisé par-ci ou sur le machin par-là, en fait, la réalité, c'est que quand on a affaire à des grands vins de vieillissement, on doit avoir on a le résultat derrière et il faut surtout que les vins, salut Olivier, il faut surtout que les vins soient au rendez-vous dans le temps et c'est souvent ce qui se passe quand on a affaire à un grand lieu. Et donc ça m'encourage à dire qu'il faut faire des grands vins de garde sur ces appellations comme Bandol, mais surtout aussi peut-être pas trop être critique en jeunesse. Alors, d'une certaine manière, la cuvée qu'on va déguster, elle aussi, elle inscrit le domaine dans quelque chose de... elle inscrit le domaine dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que sur la cuvée classique du domaine, alors tout le monde connaît Migua, Tourtine, les Cabassaou et ces parcellaires qui, bien entendu, sont des bouteilles de folie à l'évolution. Moi, ce que j'aimerais saluer tout d'abord dans cette première cuvée, et j'aimerais parler aussi de 2018 qui vient d'arriver, que j'ai eu la chance de déguster il y a 2 semaines. 2018, plutôt frais, comme on le sait dans le sud, pression fongique importante, c'est un millésime un peu inversé, il a fait meilleur quasiment au nord qu'au sud. On a eu évidemment cette justesse de maturité, mais franchement la simple cuvée de Tempier 2018, c'est à se rouler par terre. Moi j'ai goûté la bouteille, j'ai failli finir la bouteille, énorme kiff. Alors par contre, Tourtine, Cabassaou, Migua verrouillé à triple tour, laissez tomber, c'est comeback dans 10 ans, il n'y a aucun intérêt. Par contre la petite cuvée, je vous assure, c'est l'île de la tentation, truc de fou en termes de plaisir, de grain de tanin, de finesse. Et moi, ce que m'a dit Daniel aussi sur les derniers millésimes, c'est que, parce que j'ai échangé avec lui au téléphone pendant que je dégustais les vins, il y a eu plus de Mourvèdre et on a moins les instances solaires dans les derniers millésimes. C'était un vrai comment dire, c'était peut-être un stigmate pour moi dans la cuvée qui était des fois un petit peu sur l'alcool, des fois un petit peu sur la réduction aussi, on sentait un petit peu la chaleur, etc. En fait, le fait, moi je pense, de resserrer un petit peu la densité, la Mourvèdre, et d'augmenter la proportion de Mourvèdre, ça refait un vin avec un calibre, enfin, un charisme différent, avec peut-être un peu plus de sève de jeunesse, mais par contre un vin beaucoup plus persistant et beaucoup plus classe au final.
Et oui, c'est vrai que c'était un millésime challengeant. Vous avez raison de commenter, c'était un millésime de tous les extrêmes 2018 pour Bandol. Alors, pour Lulu, donc une cuvée un peu hommage, évidemment, c'était voilà pour célébrer le 100e anniversaire de Lulu Perrault, qui a, comme vous le savez tous, écrit une très très belle partition de l'histoire de ces vignobles provençaux. Alors évidemment, c'est une cuvée qui est quasiment un péché de jeunesse, hein, même si elle a évidemment beaucoup de plaisir, mais moi j'aime cette dimension très ténébreuse, très sombre, épicée, ce fruit noir réconfortant. Je trouve que c'est un vin de saisonnalité. On est à mi-chemin entre la prunelle, l'encens, les notes d'épices chaudes. On a une petite touche de zan. C'est la garrigue au milieu de tout ça, il y a une pointe d'olive, c'est bon, voilà, il y a plein de choses, mais c'est à la fois quelque chose de très mystérieux, ça donne pas tout, on n'a pas tout, surtout envie d'y toucher aujourd'hui. Ensuite, en bouche, moi je trouve que ce qui est magique sur Bandol, c'est qu'on arrive à faire passer de la puissance solaire, un peu comme à Châteauneuf, avec de la classe. Et ça, il n'y a pas 50 lieues pour le faire. Moi je pense qu'il faut être conscient de ça, il n'y a pas 50 lieues pour le faire, et la Mourvèdre sur Bandol, quand on a de l'altitude et ces écarts thermiques, etc., ça fait des vins extrêmement profonds, avec de la classe et également, je dirais, de la suavité, donc tout ça réuni donne forcément un cocktail de plaisir assez fou. Alors que boire avec évidemment un Bandol en jeunesse comme ça, évidemment, quand on a cette puissance, cette sève, etc., vous n'avez pas forcément le choix évidemment de toute la dimension automnale qu'accueillent les grands bandols comme la truffe, etc., parce qu'on n'est pas encore dans ces nuances-là, on n'est pas encore dans les instances qu'on adore, ni voir voilà. Mais par contre, les viandes de goût, les chairs un peu serrées, la biche, le cerf, le chevreuil, le canard sauvage, vous avez l'embarras du choix sur ça. Il y a plein de choses à faire avec des sauces un peu corsées. Vous pouvez même aller chercher du rouget, parce que le rouget qui est cuit avec une sauce au vin rouge où on a monté un petit peu la sauce avec les foies, etc., eh ben c'est magnifique, hein, donc un civet, une sauce un peu civet comme ça qui fonctionne très très bien avec les grands bandols, c'est aussi quelque chose de chouette. Néanmoins, je désamorce le truc, on n'est pas dans la phase plaisir, ou alors il faut vraiment être dans la phase expansive du plaisir. On sera bien entendu dans le calibre, je dirais dans le cadre ce qu'on peut apprécier sur la Mourvèdre encore jeune et son potentiel à Bandol, mais on n'est pas bien entendu dans la promesse. Alors évidemment, vous savez, c'est le temps long. C'est le temps long, ou alors il faut composer avec des viandes aussi. Voilà, merci Fabien de me souffler la suggestion. Il faut des viandes un peu riches. Alors le jambon ibérique, tout ça, ça fonctionne. Hein, le pluma ibérique, les viandes un petit peu grasses, bien sûr, accueilleront un peu de tanin. Vous pourrez jouer bien entendu sur le registre de garrigue, sur de l'olive, etc. pour accompagner vos plats. Mais voilà, c'est aussi une cuvée un peu hommage. C'était les dernières du domaine, et donc on se dit, allez, il faut que alors, je trouve que le 2017, peut-être par la réflexion qu'on l'a lu, que la cuvée générique est au-dessus de la moyenne et proche par la parcellaire que d'habitude. Bah, je rejoins un peu le commentaire, mais je pense que c'est surtout en fait une montée en gamme de la cuvée de classique du domaine. Et ça, c'est encore plus excitant en fait. Parce que vous fassiez des parcellaires de l'espace, c'est chouette, mais quand vous montez le niveau de jeu de votre cuvée classique, là, franchement, c'est là qu'on voit peut-être aussi l'apanage d'un style, et puis, enfin, en tout cas, moi, j'adore. Et je n'ai absolument aucune objectivité en parlant du domaine Tempier. Voilà. Alors, voilà pour les 3 bouteilles de ce coffret en route vers les étoiles. Vous avez compris que c'était, bien entendu, le temps passe, 3 bouteilles plutôt décontractées, apéro, etc. Sauf le Bandol, bien entendu, qui est plutôt à l'opposé de ça. Mais surtout aussi des coups de cœur et des histoires que je voulais ce soir à toutes et à tous vous conter. Alors, on va parler du coffret découverte. Alors, le coffret découverte, je vais surtout mettre l'accent. Bon, il y a une première cuvée, vous la connaissez un petit peu, mais je voulais dans le coffret découverte, vous savez, c'est 2 plaisirs différents, et puis surtout des nuances. On a mis une Syrah toute joyeuse, toute fine de Chavanais de Stéphane Montez, qui est Léo de Monteillet. Alors, on présente quasiment plus le domaine, nous on adore, mais on aime aussi ce genre de message très simple, très spontané, où la Syrah rayonne dans son univers assez dense, confit un petit peu sur la violette, l'olive, toutes ces petites choses-là, tout en étant évidemment dans des structures alcool plutôt modérées. Moi j'aime ces vignobles un peu haut de coteau, et la cuvée des Hauts-des-Montaillés de Stéphane Montez, c'est un peu la Syrah de copain, très cool, c'est un peu poivré, ça fonctionne à tous les moments, c'est l'alternative à un bon croc, c'est l'alternative à plein de choses comme ça.
Et c'était aussi la bouteille, je dirais, de rouge plaisir, qui pourrait évidemment convenir à des viandes un peu plus appuyées en saveur, à savoir une viande maturée, à savoir des viandes un petit peu plus soutenues. Donc la Syrah tombe toujours à pic, évidemment, à partir du moment où on lui offre des viandes un petit peu qui ont de la réponse comme ça, et puis des petites viandes un peu poivrées et autres. Donc ça pourra fonctionner bien sûr, mais il n'y voyait pas surtout une cuvée de grande compétition. Là n'est pas le sujet, hein. Moi je préfère évidemment me régaler des fois avec des cuvées comme ça plutôt que de boire une côte rôtie trop jeune, voire 10 fois trop jeune comme c'est souvent le cas. Et donc la cuvée était là bien entendu pour désamorcer le côté important je dirais de la période. On peut boire des coups très simplement pendant les fêtes de Noël et cette cuvée est là pour ça. Par contre, la deuxième cuvée sur laquelle on va s'arrêter, et là les amis, je peux vous assurer que j'ai mis un coup de... j'ai là franchement un coup de cœur de fou, mais quand je vous dis un coup de cœur de fou, c'est que j'ai arrêté de travailler tout l'après-midi en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, je vais vous en parler tout de suite. Et donc, bon, vous l'avez certainement reçu dans votre coffret découverte. Je vous montre la bouteille, je me resserre un verre et franchement, j'en ai le frisson rien que d'y repenser. Parce que là, coup de cœur immense. Et j'ai rebu une bouteille chez moi en me disant, mais enfin, t'avais fumé, c'est pas possible. Regardez ça. Ça, c'est Corbière Blanc, l'Abégou 2019 de Maxime Magnon. Ça, les amis, moi, ça m'a transcendé. J'ai adoré. D'abord, première chose, on avait acheté les vins l'année dernière, sur la 2018. J'avais aimé parce que j'ai trouvé un style décomplexé, assez ouvert, et puis surtout des équilibres maturité-alcool intéressants, mais surtout, je trouvais qu'il y avait un peu de génie dans la réalisation, notamment du blanc, et puis surtout des cuvées en rouge qui, voilà, avec beaucoup de grappes entières, étaient assez bluffants. Et puis là, les 2019 sont arrivés. Alors là, je peux vous assurer que 2019, on en a déjà parlé un petit peu pendant le premier confinement. Les premiers vins qui sont nés en 2019 dans le sud, ça trace, ça a de l'acidité, c'est hyper sapide, c'est magnifique. Moi, j'adore ce millésime et surtout les blancs, les rosés sont super. Alors, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est d'abord l'équilibre de l'année, en général, pour ça. Et là, je peux vous assurer que c'est quand même très con, mais on est passé à côté des meilleurs rosés, en fait, finalement, en 2019, parce que cet été, globalement, on n'a quasiment pas profité de tout ça. Mais peut-être que ça va permettre aussi, on en parlait tout à l'heure avec certains vieux rosés de Bandol, ça va peut-être permettre d'avoir des vins complètement dingues à l'évolution. Et donc, moi, je dis que tant mieux, si on n'a pas bu tous ces 2019 en rosé sur des belles appellations comme Bandol cet été, on les boira dans quelques années, parce que c'est là que souvent qui sont les meilleurs. Par contre, pour revenir à Maxime Magnon, là, les amis, moi, j'ai scotché de fou. J'ai scotché de fou parce que produire des corbières blancs déjà, bon, moi j'ai pas trop de repères sur les corbières blancs, j'ai pas évidemment goûté toute cette frange, elle a été évidemment dominée pendant pas mal d'années par des grandes caves coopératives, etc. Donc autant dans le Roussillon, dans la Vallée de la Glie, on a un certain recul sur les terroirs de schiste, le grenache gris, le grenache blanc, etc. Autant dans les corbières en blanc. Bon, moi, avec beaucoup d'humilité, je vous dis que j'ai quand même un peu moins d'habitude. Donc, alors, j'ai d'abord apprécié évidemment la découverte, et puis surtout après la réalisation. Ce qui est magique dans ce qu'on déguste ce soir, c'est l'opposé total évidemment des blancs de languedociens qu'on a connus pendant une époque, avec beaucoup de tension, beaucoup de fraîcheur ici, beaucoup de sapidité incroyable, une texture hyper généreuse, d'ouverture surtout sensorielle qui est absolument démente. Moi j'ai adoré. Alors c'est vrai que aromatiquement, on va en parler un petit peu, on est sur des profils qui n'évoquent pas forcément le Languedoc. Alors après, est-ce que c'est un problème? Je sais pas, moi j'aime bien l'idée aussi que certains vins vous distraient aromatiquement par rapport à ce que vous connaissez, et puis quand c'est coup de cœur comme ça, on a flashé. Alors c'est des grenaches blancs, grenaches gris, c'est élevé dans des gros contenants de 500 litres, ça a une ouverture aromatique de dingue, franchement vous plongez dedans et ça vous absorbe comme vin. C'est-à-dire que il y a des vins comme ça qui sont pas juste dans leur esthétique aromatique, il y a des choses qui vous comme ça qui vous prennent. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a appris. Moi, j'ai arrêté de travailler, je dis, en dégustant cette cuvée, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? J'adore. Et j'ai siroté mon verre tout seul l'après-midi. Donc, c'est vraiment aussi un symbole pour que je me mette à boire du vin et même pas à la bonne température l'après-midi en plein travail. Je peux vous assurer que faut quand même que ça m'accroche comme ça. Alors, ce que j'ai aimé, bien sûr, dans cette composition, c'est la dimension fruits de verger, fleurs de printemps, on a vraiment les fleurs séchées également, fleurs de montagne, c'est vraiment une vraie balade. Et puis on a le coin, la poire en filigrane, on a tout ça. On a des petites instances un peu fumées, pierre à fusil, silex, qui est en filigrane derrière le fruit. Mais c'est d'une décontraction absolue, c'est total, ça vous livre tout. Alors c'est assez instantané, il y a une question qui est intéressante, c'est quelle garde pour ce vin, franchement. Alors je pense que ça va vieillir pas mal, mais je pense qu'on est quand même dans un style assez libre.
pas trop protégé, où il n'y a pas trop de réduction non plus, etc. Et je pense que ça va évoluer, mais pas forcément très 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 longtemps. Alors j'espère me tromper, j'espère qu'il y aura des miracles dans 10 ans sur cette bouteille, etc. Je pense que son acidité est un support exceptionnel de longévité, mais pas forcément quelque chose qui va aromatiquement gagner forcément. Alors on verra, je pense que sur 3-4 ans, il y aura une légère évolution et que ça sera assez intéressant. Maintenant, de là à vous dire qu'on peut faire des trajectoires de longévité sur ce vin, j'en ai aucune idée. Je vous le dis encore, si peut-être son acidité exceptionnelle et surtout son support, son pH, etc., qui font qu'on aura peut-être voilà, des résultats intéressants dans quelques années. En tout cas, ça fait partie je pense, des blancs qui voilà, viennent dynamiter encore un petit peu ce paysage languedocien et qui vient apporter un petit peu de fraîcheur. Et puis, mais pas que de la fraîcheur, il y a aussi de la complexité. Vous savez, c'est un peu ce problème dans cette région entre sous-maturité et surmaturité, où des fois on est pile d'un côté, ou des fois on est sous de l'autre. Là, je pense qu'on est vraiment à la conjugaison des deux. Et puis, il y a un savoir-faire, il y a un véritable savoir élevé, puis il y a une ouverture. Voilà. Et ce qui est assez fou dans ce vin, c'est qu'il vous rappelle à chaque fois que vous en buvez. C'est-à-dire que quand vous buvez, j'en bois un peu d'ailleurs, il revient vous rechercher, quoi. Et je trouve que c'est jouissif. Alors, aromatiquement, on passe un peu en sensation par ce qu'on a comme sensation sur des schistes dans l'Anjou, sur du chenin par exemple. Hein. On est vraiment dans cette dimension, on est plus sur le silex, voilà, et c'est un blanc assez traçant, assez profilé, il n'y a pas trop d'épaisseur, ça fait 12,5 d'alcool, hein, donc d'une certaine manière, voilà. Mais après, il y a de la profondeur aromatique, moi j'aime, puis je trouve que ça a du rythme. Enfin, c'est assez redoutable. Alors, est-ce que c'est un grand vin de gastronomie? Est-ce que c'est un vin d'accord mets et vins, etc. Difficile à dire. J'ai pas fait trop de tests avec ce genre de profil encore sur les corbières. Là, je vous avoue que voilà. Mais bien sûr, on peut y voir pas mal de choses. Je pense qu'il faudra essayer avec un ou deux crustacés, peut-être un gel de citron confit, des choses un peu, voilà. Moi, j'irais chercher de la carapace, apporter un peu de sucrosité avec dans la chair du crustacé, un petit gel au citron confit, une sauce pourquoi pas qui ait un peu de relief, mais pas trop corsé quand même. Et puis surtout, après, sinon, sinon jouer carrément la carte. Faudrait essayer sur de l'iode, voir un petit peu comment ça répond, mais j'irais peut-être plus chercher des palourdes, des coques ou faire je sais pas, des palourdes farcies ou un truc comme ça, et je pense que ça peut être vraiment génial, même si on n'est pas dans la dimension marine parfaite, évidemment que tout ça peut promettre. En tout cas, moi j'aimerais dire un énorme chapeau à Maxime Magnon. D'ailleurs, je vais vous parler de son rouge après, parce que ça fait partie des autres coups de cœur aussi qu'on va présenter aujourd'hui. Et pour vous dire qu'on est rarement à ce niveau, il y a comme ça, il y a des domaines comme ça qui atteignent un certain niveau, et je pense que ça mérite de l'enthousiasme et un coup de projecteur. C'était un petit peu le mot de la fin. Alors, on continue avec des autres vins de ces coffrets. Alors, il y aura un petit peu de tout. Mais donc, je vais vous parler un petit peu aussi, donc, parce qu'on était dans les corbières, je vais vous parler un petit peu de cette cuvée Campagnès du même domaine, puisque c'est un vin qu'on a mis aussi dans les coffrets absolument rouges. On voulait absolument mettre ce projecteur. On va parler de 2018. Campagnès, c'est un peu la grande cuvée du domaine de Maxime Magnon. C'est des vieux Carignans centenaires. Et donc c'est quelqu'un qui a fait je pense, ses premiers, l'école derrière la vinification des vins est quand même assez lisible. Premier tour de verre, on voit bien que c'est de la grappe entière, on voit qu'il y a une inspiration un peu beaujolaise dans la vinification, on voit qu'il y a un véritable travail sur ça et qu'on veut extraire de ces Carignans une forme à la fois d'expression florale et une forme d'expression de légèreté un peu mentholée apportée par la rafle, mais aussi on veut exprimer une forme un petit côté boost qu'apporte évidemment ce genre de vinification, tout en restant évidemment dans des codes extrêmement sincères et pas du tout techniques. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans cette cuvée Campagnès, c'est que bien sûr on fait hommage à des très vieilles vignes, mais surtout après avec une interprétation languedocienne d'un savoir-faire un peu plus nordique, enfin un peu plus septentrional. Donc là, on goûte un millésime, comme je vous disais tout à l'heure, à l'inverse, donc 2018 plutôt froid dans le sud, challengeant, mais très intéressant. Moi, j'adore les 2018. Enfin, de 2018, quand ils sont pas trop creux, à Châteauneuf par exemple, il y a des petits creux par-ci et là, mais on voit bien que ça sera un millésime de soif, de plaisir, pas de demi-garde. Moi, ça me rappelle 2014, tout simplement, pour la vallée du Rhône méridionale, et ça fait quand même aussi des vins assez beaux. Alors, cette cuvée Campagnès, si vous avez l'habitude des grands gamets sur granit, avec beaucoup de maturité, type 2015, 2018, etc., au nez, moi vous me dites que ça c'est un Morgon Côte de Pie, un grand domaine genre Louis Côte des Vignes, etc. au nez,
au premier nez, je vous crois. Et après, quand vous plongez un peu dedans, vous plongez un peu plus dans l'univers un peu solaire, un peu plus méditerranéen, etc. Et là, vous vous rendez compte que finalement, on n'a pas forcément affaire à du gamay. Donc, c'est un petit peu ce côté à la fois joyeux, mais aussi profond qui m'a interpellé. Et j'avais un ami sommelier qui était tout à l'heure qui me disait, c'est un rouge qui a une fraîcheur de blanc. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait juste. Je trouve que effectivement, vous allez voir en bouche, ceux qui auront cette bouteille dans leur coffret vont pouvoir un petit peu profiter de ça. Parce que il y a un rythme fabuleux, il y a un grain de tanin qui est très fin, il n'y a pas du tout le côté pénible du Carignan qu'on peut avoir des fois. Et c'est bon, c'est hyper fin, hyper digeste, peut-être un peu trop d'ailleurs, voire presque piège, mais d'une certaine manière, moi j'ai adoré cette proposition. Et donc voilà, un coup de cœur sur un domaine qui d'abord a une forme de cohérence dans ses vins, à la fois la cuvée Rosetta qui est une cuvée de rouge un petit peu en dessous, et cette cuvée Campagnes qui est donc la belle cuvée de vieux Carignan du domaine, et dans ce blanc absolument renversant. Moi j'ai franchement adoré. En tout cas, ça fait partie des choses qu'il faut avoir dégusté pour comprendre un petit peu le dynamisme et surtout le renouveau de ce secteur évidemment du sud de la France. Voilà, alors on termine cette vidéo tranquillement avec évidemment les coffrets terroirs de légende de chefs-d'œuvre, parce que évidemment on a toujours les yeux rivés sur les grandes bouteilles de fin d'année. Alors, on va commencer par un coup de champagne. Ça sera un coffret spécial Bollinger Diffusion, on va dire, celui-ci. Enfin, c'est quasiment drôle à dire, mais je voulais absolument, d'abord, je vais l'ouvrir avec vous, faire goûter cette cuvée PNV Z15. Alors, le nom est complètement naze, hein, mais c'est un nom de code très 007, mais cette cuvée de chez Bollinger, honnêtement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si les grandes maisons, si les artisans champenois ont écrit une partition magnifique dans l'histoire de la Champagne, avec des parcellaires, avec un vrai savoir-faire, etc., il y a quand même des maisons qui sont des garde-fous à ces changements, à tout ça. Et je pense que Bollinger a eu peut-être l'étincelle et la vision que d'autres ont eu plus de temps à mettre en place. Et en 2015, millésime, vous le savez, propice au Pinot, qui a fait, moi j'ai beaucoup de beaux Pinot 2015 de parcellaires dans ma cave en Champagne, et j'avoue que j'aime ce millésime, même si il est parfois imparfait, il a été très grand végétal parfois, mais je pense que c'est un millésime qui collait vraiment bien au Pinot Noir, et qui a permis évidemment d'élaborer des nouveaux plaisirs. Alors, pensez à 743 de chez Jackson, pensez au magnifique cuvée, je sais pas, moi je pense à Frédéric Savard qui fait des blancs de noir magnifiques sur le millésime, je pense à Raphaël Berèche et autres. En fait, quand vous avez une matière concentrée, des grands pinots noirs, vous faites des grands vins. Vous faites des grands vins, et ça, Bollinger, ils font d'abord des grands vins et ensuite ils font des champagnes. Ça, j'aime cette idée-là. Donc je me suis pris un petit verre avec vous. Et alors, PN, bien entendu, Pinot Noir, Verzenay, bien sûr, pour le cru principal de cette cuvée, et 15 parce que 2015, tout ça, c'est vraiment, c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques vins un petit peu plus vieux dedans qui viennent apporter un peu de dimension et de profondeur à cette cuvée de champagne, en remontant jusqu'à 2009. Mais moi, ce que j'ai adoré dans la cuvée, c'est que tout le monde connaît évidemment la cuvée de Brut sans année chez Bollinger. Tout le monde connaît la grande année. Et puis, au milieu, il manquait un gouffre, quoi. Et donc là, il y a un véritable univers. Alors, je réponds aux questions. Quelle différence au goût entre blanc de noir et blanc de blanc? Là, on est sur deux variétés de raisins complètement opposées. Les blancs de noir, c'est souvent des pinots. Donc le pinot, c'est aromatiquement, alors ça dépend si ça a été travaillé en fût. Il y a des univers qui sont dessinés bien entendu par la vinification de ces vins, il faut faire attention. Mais globalement, je dirais que imaginez que le chardonnay, c'est la lumière, c'est la craie, c'est la grume, c'est l'iode, c'est le sel, c'est plein de choses, les fleurs blanches. Si le pinot noir, en Champagne, je simplifie les messages, c'est le noyau, c'est l'écorce, c'est la grume, c'est la rhubarbe, c'est ces choses-là. Maintenant, tout est en fonction de du savoir-faire du maître de cave, et surtout des contenants qui sont à la base et qui réceptionnent bien entendu des jus, puisque ces vins, bien entendu, connaissent des chemins en cave qui sont nuancés en fonction du savoir-faire. Voilà. Quel est votre vin favori si je devais alors je vous parle de ça après. Cette cuvée de chez Bollinger, elle vous amène dans l'automne. Elle porte, je trouve, le message assez fort du pinot noir dans sa dimension vineuse.
Elle rejoint un petit peu l'univers qu'on aime bien chez des grands acteurs dans Bonnet, je pense à Francis Egli, à tout ça. Et puis je trouve qu'on est ici, on a affaire à un très grand vin, à une grande constitution, qui contraste puissance, maturité et à la fois fraîcheur, dosage relativement faible, mais surtout très très complet, quoi. Un très joli cylindre, très grand vin de texture, belle bulle. Et voilà, ça tombe vraiment. Par rapport à, si je comparais à la Grande Année, j'ai envie de dire que c'est l'antichambre de la Grande Année en termes de sensations, de plaisir, même si aromatiquement c'est un petit peu différent. Il y a plus de latte sur les Grandes Années. Puis bon, les derniers millésimes qui sont sortis, c'était quand même 2008 et 2012 qui ont placé la barre, il faut le dire, assez haut, et assez vraiment très très haut même. Et donc il faut composer avec ça. Bon, on n'est pas au même prix non plus, mais c'est quand même bien valorisé aussi. Donc voilà, ça fait partie de ces cuvées pour lesquelles il faut passer. Et donc, vous y retrouverez l'écorce orange, le noyau, le fruit cuit, la pomme cuite. Moi, j'aime beaucoup cet univers-là qui est dessiné un petit peu. Alors, même si on est en phase extrêmement primaire, j'ai envie de dire que c'est presque dommage que ça sorte maintenant, mais on est toujours un petit peu insatisfait d'une certaine manière sur ça. Ce qui est très impressionnant, en tout cas dans ce vin, moi, c'est la vinosité et c'est surtout la dimension tactile offerte par la cuvée, même si, bien entendu, d'un point de vue aromatique, vous comprendrez qu'on est encore à l'aube de cette bouteille. De la phase, je dirais, d'évolution de cette bouteille. Alors, ce qui est agréable aussi, et c'est ça aussi la vertu des grands millésimes, et surtout des années un petit peu solaires comme ça, c'est que quand on est mûr, les bulles sont très fines, quoi. Enfin, elles sont beaucoup plus intégrées. La matière les encaisse beaucoup plus. On n'a pas ces contrastes, on n'a pas ces bouches mousseuses, des fois, etc., où on voit bien que, bon, on était un peu... Là, c'est le vin d'abord, c'est la bulle après. Et ça, c'est vraiment intéressant. La vinosité, c'est l'expression tactile d'un vin blanc au travers d'un effervescent où on a bien sûr d'abord ce coffre et cette onctuosité, cette dimension généreuse et à travers de laquelle on trouve le prisme d'une fraîcheur un peu minérale et bien sûr l'effervescence qui vient apporter la légèreté à tout ça. Mais c'est un peu la promesse de beaucoup de champagne. On voit bien chez tous les acteurs aujourd'hui, on revient à ce dessin de vin à travers duquel on cherche évidemment une vraie dimension avec l'esthétisme que le cépage, le terroir et voir la vinification peut lui apporter. Voilà. Et puis on a, comme je disais tout à l'heure, oui c'est quasiment un 100% Bollinger Diffusion. On n'a pas fait exprès, c'est vraiment c'était parce qu'on a goûté beaucoup de vin et que voilà. Moi j'adore le Clos des Fèves chez Chanson. Et je voulais, parce que cette année est la dernière année où a travaillé Jean-Pierre Confuron au domaine Chanson, je voulais faire goûter parce que je me suis dit que ça faisait un petit peu partie de l'histoire du vin. Non, je jette pas le champagne, je peux pas tout, je peux pas tout boire, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, je saurai partager tout ça à la fin de ce live. Il nous reste 10 petites minutes maximum. Le Clos des Fèves, moi j'aimerais d'abord deux choses. C'est un terroir historique de Beaune, et Beaune est avec ses ses 45, 47 premiers crus, je crois, peut-être un des terroirs un petit peu qui manque en tout cas de coups de projecteur. Il y a beaucoup de grandes maisons, de grands acteurs qui sont dessus, ils forgent dessus des vins relativement intéressants. Moi j'aime regarder un petit peu le passé et l'histoire de la Bourgogne et surtout me plonger dans les écrits, et je trouve que s'il y a eu des cuvées dans les Grèves, dans les Clos des Mouches, etc., et dans pas mal de parcelles, les Clos du Roi, les Bressandes, etc., qui a eu des cuvées absolument magnifiques qui ont traversé les décennies, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un truc, peut-être qu'on a d'une certaine manière un petit peu galvaudé la chose, et maintenant on serait peut-être en train aujourd'hui de ressaisir un petit peu les messages de tout ça, à l'heure où bien entendu les prix deviennent stratosphériques sur plein mal d'appellations starifiées, etc., voire grâce à des domaines starifiés. Et donc il y a peut-être une forme de justice aujourd'hui où on revient un petit peu aussi, c'est le marché qui veut ça, c'est les prix, mais on revient un petit peu plus sur l'appellation Beaune Premier Cru. Et ça, j'aime bien cette idée-là. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que souvent, bien entendu, dans la trajectoire d'une grande maison comme ça, quand on a une certaine surface, il y a forcément un homme, il y a une vision, il y a une ligne directrice. Et ce que j'aime bien chez les Confurons, c'est que c'est clair, quoi. C'est-à-dire que vous aimiez leur style ou que vous aimiez pas, au moins du début à la fin, c'est pareil. Et donc, on change pas 50 fois. Alors, c'est presque trop dans l'approche, des fois, mais d'une certaine manière, j'aime, que les gens disent, bon, écoutez, nous, c'est comme ça chez nous, et on aime faire ça, donc voilà. Ça change pas 50 fois. Donc ça, c'est peut-être aussi une des choses. Et puis donc, j'aime bien l'idée aussi que un homme avec une vision comme ça puisse réveiller un petit peu
je dirais une maison un petit peu, évidemment, qui a, faut le dire, à la fin des années 90, était complètement endormie, puis qui lui a apporté voilà, un petit peu un nouveau souffle avec des grandes bouteilles, avec des millésimes un petit peu différents selon, bien entendu, l'aptitude des millésimes à encaisser de la vendange entière ou pas, mais d'une certaine manière, il y a un cap, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc là, on goûte un 2014. Vous savez que 2014, c'était un millésime très challengeant. Alors là, je peux vous dire que si aujourd'hui on se demande quoi foutre des tables de tri en Bourgogne chez les domaines, parce que les années, bon, globalement, il n'y a plus rien à trier, hein, c'est nickel, on récolte le 20 août, donc voilà. Mais des fois, on rencontrera certainement d'autres problèmes, comme des écarts de maturité, par exemple. Hein. Ça sera peut-être le cas de 2020. Mais en tout cas, 2014, ça c'était un millésime challengeant. C'était un millésime challengeant parce qu'il y avait le Suzuki, je sais pas si vous connaissez cette petite mouche là, c'est un petit insecte qui piquait les raisins, qui développait des odeurs de vinaigre, un truc de ouf. Et donc là, franchement, très difficile. Mais à la fois, d'une certaine manière, j'aime bien ce genre de millésime parce que dans leur équilibre, bon, ils sont très bourguignons, un peu sur l'acidité, très classique bourguignon. Ça rappelle plus ce qu'on a eu fait dans les années 2000, certains millésimes froids des années 2000, voire des années 90 en termes d'équilibre de vin. Et puis, c'est un rempart évidemment à tous ces millésimes un peu plus fruit forward, un peu plus riches, un petit peu plus onctueux que proposent aujourd'hui les dernières vendanges. Alors, est-ce que ces millésimes sont voués à vieillir très 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 longtemps? Peut-être moins, je sais pas, on verra. Enfin, 2014, je pense que c'est un millésime qui commence à arriver dans la fleur de l'âge, qui commence à s'épanouir et qui reste d'une certaine manière relativement bien construit. Ça tout dépend bien entendu du pédigré du terroir, mais aussi de l'appellation. Il y a des 2014 verrouillés à double tour, puis il y en a d'autres qui commencent à être évidemment extrêmement enchanteurs. Je pense que c'est un millésime de demi-garde, pas forcément de grande constitution. Et on peut faire des vins très fins, très frais et très longs et avec des grandes trajectoires de perspective avec des années peut-être un tout petit peu plus saines. Là, évidemment, on va avoir une matière un peu plus fragilisée, qui va basculer aussi un peu plus vers l'automne et qui va d'une certaine manière vous amener sur une phase de plaisir aussi. C'est un peu ça, le vin, c'est de ne pas toujours boire que des cuvées ou des vendanges dites parfaites, parce que d'une certaine manière, on passe très souvent à côté. Donc moi, j'aime bien l'idée que qu'il y a un roulement, et puis voilà, moi je me rappelle les 2007 ou des 98 que j'avais descendu, ou des 2000 que j'avais pas du tout aimé en Côte de Beaune. Quand je les bois maintenant, je me dis t'aurais dû te taire. Et voilà, c'est ça la magie du vin, c'est surtout que faut se souvenir bien sûr à ceux qui savent un peu attendre. Alors 2014, dans le Clos des Fèves, moi ce que j'aime, c'est que d'abord on voit l'empreinte stylistique de Jean-Pierre Confuron, on voit la vendange entière en proportion importante, on voit ce cru tellurique un peu de Beaune qui a de la sève, de la fraîcheur, de la minéralité, mais à la fois un fruit un peu écrasé sur la fraise, sur la dimension pétale de fleurs. Et puis, moi, quand je l'avais ouverte tout à l'heure, elle était un peu plus évoluée. Là, elle regagne en fraîcheur. Oui, c'est un peu ça aussi la magie du vin, c'est qu'au fur et à mesure que vous l'ouvrez, quand vous êtes sur des grands terroirs, comme le Clos des Fèves, eh bien, vous regagnez au fur et à mesure de l'aération. Ça, c'est un petit peu la caractéristique. Et puis, c'est mi-automnal, mi-fleurs séchées, mi-fruits encore. Et j'aime bien cette combinaison. Moi, je trouve que on est juste dans la juxtaposition de ce que tout ça peut proposer aromatiquement et sensoriellement parlant. Alors en bouche, évidemment, moi j'aime de plus je bois de pinot noir, bourguignon, de ça si on s'y essaye. Ce que j'aime, c'est que on n'est pas dans la dimension et la construction d'un fruit qui est tout simplement enrobant, charmant et charnu. On est dans une dimension séveuse, racinaire, plus profonde. Et en termes d'appétence et en termes de capacité gastronomique, je sais que ces vins vont plus loin. En termes de longévité également, et sur leur spectre et leur déploiement aromatique. Maintenant, je pense que chaque vin a son instant, chaque vin a son moment, et surtout, chaque vin a son âge. Et quand on goûte ça, on se dit, ah ouais, quand même. Et si moi j'adore, par exemple, ce soir chez Chef d'Œuvre, on proposait des pinots noirs en Bourgogne qui vont bluffer tout le monde, on aime bien cette idée aussi qu'il y a on puisse pas être forcément... alors je vais répondre aux petites questions après. Il faut savoir que que si j'aime la dimension expansive, juteuse de certains plaisirs, j'aime aussi des fois qu'il y ait une forme de on peut être dans la simplicité et le message, et on peut aussi aimer la grande tradition et je dirais les racines et l'histoire. C'est un peu ça qui est important dans le vin, c'est que c'est un message, c'est un produit pris en photographie dans le temps avec différents plaisirs qui s'installent comme ça. Et je pense que on peut pas être enthousiasmé par une cuvée
voilà, d'un peu libéré en carbonique de Carignan dans le Languedoc, et à la fois bouder des très grands terroirs vinifiés comme ça qui peuvent vieillir 45 ans, etc. Vous voyez, c'est ça aussi, je pense qu'il faut mettre tout ça en perspective, et moi j'aime évidemment avoir le regard posé un petit peu sur tout ça, parce que d'une certaine manière, il faut juste comprendre ce qu'on aime. Et il y a des gens qui aiment pas forcément les vieux Bourgogne, moi j'adore, voilà, c'est un truc qui, ça me plonge dans l'histoire, ça me plonge dans des souvenirs, ça me plonge dans plein de choses, et les grands pinots noirs sont chouettes. Je vais répondre un petit peu aux questions après, et je termine juste simplement. Alors j'ai pas précisé, mais que les Fèves est une parcelle historique de Beaune qui est qui aurait dû d'une certaine manière par son pédigré avoir un classement supérieur, un peu comme les Rugiens Saint-Pomard, un peu comme comme les Combottes à Gevrey ou le Clos Saint-Jacques. Ça fait partie de ces grands terroirs en premier cru qui, oui, écrivent une partition un peu à part, comme les Cailleray à Volnay. On pourrait citer plein d'autres crus comme ça sur différentes communes. Mais on est dans le haut du panier, c'est clair. Et donc les fonds apportés par Bollinger à l'époque, et c'est important, on en parlait tout à l'heure avec le Chablis et l'arrivée chez Biot-Simon de la famille Fèvelet, ça permet évidemment de changer un petit peu plein de choses, de réinvestir dans pas mal de choses, de réinvestir les vignes, de repasser la viticulture dans quelque chose, un modèle différent. Et donc il faut vraiment avoir cette idée en tête que oui, les hommes changent un petit peu les choses, les fonds changent aussi un peu les choses. Moi qui suis entrepreneur, je peux vous assurer que pour faire développer des projets, des fois il faut avoir aussi des gens qui sont là pour les accompagner financièrement. Donc c'était un petit peu le message. Mais bon, voilà, c'est la promesse du Cru des Fèves en demi-évolution, avec un vin très racinaire, et après très tellement identitaire sur ce que la Côte de Beaune produit que voilà, on s'affranchit un petit peu du temps, des modes, et surtout peut-être un petit peu d'esthétique de vin, peut-être un petit peu plus facile qu'on le connaît aujourd'hui. J'aime cette idée que tout ça soit évidemment un petit peu ralenti. Alors, les Bourgognes rouges de chez Chanson. Alors, je vais en répondre aux petites questions-réponses si vous voulez pour terminer tranquillement ce live. Les Bourgognes rouges de chez Chanson, attention, hein, Chanson c'est une grosse maison, il y a 30 ou 40 hectares de vignes en propre, et après il y a quand même pas mal d'achats de raisins. Oui, alors ça dépend dans quelle catégorie on boxe. Vous savez que les Bourgognes génériques, c'est jamais non plus des Richebourg, hein, il faut quand même être conscient de ça, et même si c'est des très très grands interprètes qui les signent, moi je pense qu'il faut pas trop attendre. Le mois dernier, on a mis un coffret de Cyprien, un Bourgogne tout simple de chez Cyprien Arlot qui nous avait absolument scotché. Et voilà, on peut avoir des plaisirs comme ça, mais attendez pas non plus d'un Bourgogne générique qui vous scotche à fond, c'est partout pareil. Tout est question aussi de prix et je dirais d'équilibre dans toute cette dans tout ça. En tout cas, moi, je pense qu'il faut évidemment regarder ça au plaisir que, enfin, une maison, un style, un domaine, c'est quelque chose, mais aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer, essayer de comprendre pourquoi, surtout dans tout ça. C'est un peu le message que je pourrais vous donner. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces derniers vins ou pas? En tout cas, j'aimerais, pour terminer tranquillement cela, vous donner un petit peu d'actualité sur 2021. Bah, écoutez, 2021, vous avez compris, on va essayer d'attaquer sur les chapeaux de roue, on va faire plein de choses. On n'a pas fait de cours d'œnologie ce mois-ci chez Chef-d'œuvre en décembre parce que on était dans un silo de travail assez important. Mais sachez qu'on n'oubliera pas d'en faire plusieurs à la rentrée 2021. Ils sont gratuits, vous pourrez participer, on peut prendre une bouteille, deux bouteilles ou quoi que ce soit. C'est la bouteille que vous buvez qui vous permet de passer de bons moments tous ensemble. Et c'est surtout aussi, on l'espère, peut-être à l'aube du printemps, des soirées physiques qui vont revenir, des cours d'œnologie qui reviendront en présentiel au 55 rue de Châteaudun, des moments, des sorties dans le vignoble et plein de choses. Voilà, 2021 sera certainement, et on en est absolument certain, meilleur que 2020. Une année qu'on voudra oublier. D'ailleurs, j'ai quasiment aucun souvenir à part peut-être les belles bouteilles que j'ai bu et les lives que j'ai partagés avec vous. Mais en tout cas, cette année est une page à tourner. J'espère que les bouteilles qu'on aura mis dans vos coffrets vous aideront à les tourner, ou que toutes ces bouteilles, évidemment, qu'on vous propose chez Chef-d'œuvre vous permettront en tout cas de regarder 2021 avec beaucoup de sérénité et de plaisir. Voilà. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée, un bon apéritif, un grand dîner et peut-être plein d'autres à venir. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à bientôt autour d'un verre. Ciao. Je bois un coup encore. À bientôt. Je lis les commentaires, je me régale.